On en entend parler partout. On la voit partout. Il est temps qu'elle sorte de notre tête. Bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au podcast COVID-19 sort de ma tête. Et puis, dans notre podcast, on a 3 buts. Donc, premièrement, on cherche à normaliser les différentes réactions psychologiques que vous ou nous avons pu avoir face à la pandémie. On veut aussi déstigmatiser ces réactions-là. Donc, je sais que déstigmatiser, ça peut être un grand mot, un gros mot, mais déstigmatiser, en fait, vient un peu avec l'idée de normaliser que on veut être sûr que les gens qui en parlent après, qui veulent aller chercher de l'aide ou que ce soit qu'ils puissent le faire sans nécessairement se sentir jugés face à ça. Et troisièmement, notre but est aussi de bâtir une espèce de résilience collective en donnant des trucs, des astuces sur comment mieux gérer notre détresse et nos différentes réactions psychologiques face à la pandémie de la COVID-19. Et puis, donc, je me présente, mon nom est Marjolaine, je suis étudiante à la maîtrise en psychiatrie et puis je suis votre co-animatrice pour la durée du podcast. Et je me présente, je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation et je m'occupe du volet résilience de ce podcast. Et je me présente, je m'appelle Justine Fortin, je suis étudiante à la maîtrise en psychologie et je suis aussi la co-animatrice pour la durée du podcast. Pour ce premier épisode, on va vous parler de nos partenaires sans qui ça ne serait pas possible de faire ce projet-là. Donc, en premier, ceux qui nous financent, ce sont les fonds de recherche du Québec. Donc, merci beaucoup de nous permettre de faire ce projet-là. On a aussi nos collaborateurs qui nous aident sur le contenu qui est abordé dans chacun de nos épisodes. Donc, je vais les nommer. Donc, Charles Wayon des productions Casablanca, Manuela Ferrari et Alain Brunet, chercheurs universitaires. Et aussi, on a un merci spécial à donner à Romain qui nous aide beaucoup le côté administratif, puis pour la promotion justement des épisodes. Et un merci tout spécial au studio SF qui nous permettent justement d'enregistrer nos épisodes dans leur studio. Et justement, parlant de l'épisode, donc l'épisode d'aujourd'hui va porter spécifiquement sur les différentes réactions émotionnelles qu'on peut avoir eues à la pandémie. Et justement avec l'un de nos collaborateurs comme expert invité. Et puis, plus spécifiquement, certaines choses qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va vraiment parler des grands profils. Ça a été quoi les grandes réponses qu'on a vues par rapport à la pandémie? Donc, ensuite, on va aussi parler des différentes phases du deuil et comment ces phases-là peuvent s'appliquer en réaction à la pandémie. On va aussi parler de la crise, justement, de la pandémie, vraiment essayer de la voir comme étant une opportunité de croissance, puis vraiment un gros événement qui fait peur, mais qui mène à la résilience plus qu'autre chose. Et finalement, pour bien finir le podcast, on va vous donner des trucs et astuces sur comment mieux gérer votre détresse et différentes réactions psychologique face à la pandémie, mais aussi pour bien finir l'introduction, je vous laisse entre les mains de notre porteur de bonnes nouvelles, Rémi. On peut souvent voir le monde comme un peu des pièces de casse-tête qui sont déconnectées les uns les autres. On a des différences, c'est des pays distincts, mais le COVID, elle, ne fait pas de différence à travers ces frontières humaines qu'on a créées entre les différents pays. Elle nous affecte tous de la même façon. Mais ensemble, on peut réaliser qu'on est vraiment plus fort. En effet, durant la pandémie, selon le sondage, il y aurait eu une hausse du volontariat, du bénévolat, en fait. Il y aurait plusieurs jeunes et moins jeunes qui se seraient portés volontaires pour la première fois durant la pandémie. Selon la recherche, en fait, aider les autres permettrait de s'aider soi-même. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en fait, le fait d'aider les autres, il y a une hypothèse que ça pourrait nous permettre de nous sentir plus utiles, plus compétents. Ça nous permet d'avoir des contacts sociaux aussi avec les gens, d'avoir plus facilement du support. Et ça nous permettrait de pouvoir mieux gérer notre stress, ce qui nous rendrait plus résistants aux maladies. OK. Donc, vous à la maison, est-ce que durant la pandémie, vous avez eu l'opportunité d'aider quelqu'un, en fait? Si oui, laissez-nous savoir. On est super intéressés à le savoir dans la boîte de commentaires sous sa vidéo YouTube. Donc, bon podcast. Donc, la pandémie de la COVID est vraiment un événement stressant hors du commun qui est tombé un peu du ciel, qu'on essaye encore de gérer, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de réagir, en fait, à ce qui nous arrive. Puis, la pandémie a vraiment engendré
toutes sortes de conséquences comme des pertes d'emploi, des difficultés financières, des difficultés relationnelles. Et puis, à tous ces événements-là qui sont associés à la pandémie, il y a vraiment une panoplie de manières que tout le monde peut réagir. Et puis, la détresse émotionnelle, c'est une des réactions qu'on observe souvent, puis on pense que c'est important d'en discuter aujourd'hui, mais aussi de la définir, parce que c'est le fun de comprendre de quoi qu'on parle avant d'en parler un peu. Et donc, la détresse émotionnelle, ça peut vraiment prendre plusieurs formes. Ça peut être, par exemple, on se sent triste, on se sent vide, ou même on peut être en colère, que ce soit envers soi-même, envers les autres, envers la situation. Et puis, toutes ces émotions-là sont vraiment très, très présentes dans nos vies depuis maintenant un peu plus d'1 an. Oui, puis pour prendre part à la discussion, justement, on a invité 2 super invités avec nous. Donc, on a Alain Brunet, qui est chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Douglas, professeur au département de psychiatrie à l'Université McGill, et aussi un psychologue clinicien qui a sa propre clinique, qui va traiter vraiment plus les traumas, les chocs émotionnels. Et il est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Donc, juste ça? Oui, c'est ça. Entre autres. Salut. Et on a Cassandra Bouchard, qui est aussi créatrice de contenu. Donc, on la suit beaucoup sur YouTube. Là. Elle a fait beaucoup de vidéos où est-ce que c'est ouvert là, beaucoup sur ses réactions émotionnelles là, pendant la pandémie. Autant les hauts que les bas. Donc, c'est ça qu'on a aimé, c'est ta transparence à travers toute cette pandémie-là. Donc, merci d'être là avec nous. Ça me fait full plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Donc, juste pour commencer, là, un petit brise-glace, là, est-ce que vous avez comme une petite anecdote, un événement qui s'est passé pendant la pandémie que vous pouvez nous partager justement de qui s'est passé, là? My God, il s'est tellement passé de choses. Ouais. Mais on dirait que je me suis beaucoup questionnée, puis j'étais comme, mais comment j'ai vécu ça? Tu sais, ça fait quand même 1 an qu'on est là-dedans. Ça fait un bon bout déjà. Ouais. Puis ça a été vraiment beaucoup d'étapes, genre beaucoup de phases. Parce que moi, je me suis séparée avant la pandémie. Mauvaise idée. Pourquoi tu te sépares avant une pandémie mondiale? Mais à ma défense, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant que ça allait arriver. Mais ouais, mais j'ai écrit un livre pendant la pandémie. Ça a été quelque chose d'assez incroyable, on s'entend. Ouais. J'ai eu beaucoup de temps, donc j'ai pu écrire un livre, ce qui est assez incroyable. Sinon, je me suis acheté un chien, ce qui est aussi vraiment le fun. Mais j'ai pas d'anecdote vraiment en tant que telle. Je dirais c'est plus comme une gamme d'émotions que j'ai vécues, autant négatives que positives. Mais le gros qui en ressort, c'est vraiment mon livre que je trouve vraiment le fun. Ben moi, j'en ai une petite. En fait, j'étais à l'extérieur du pays quand... en fait, je revenais au pays le jour où... Moi aussi. Les contraintes là, ont été imposées. Et donc, j'ai été parmi les premiers à être en confinement pendant 14 jours parce que je revenais de France. Donc, je suis partie. Tout était beau. Je suis arrivé là-bas, les gens se saluaient en se donnant des coups de coude. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Puis quand je suis revenu ici, on m'a dit, ben là, il faut que tu te confines pendant 14 jours. Ça a été quand même assez brutal en ce qui me concerne, la découverte de mais moi aussi, c'est drôle pandémie. parce que je suis allée en voyage avec 6 de mes meilleurs chums de filles juste avant que, justement, on commence à parler... Ben, je suis partie en mi-février environ. Fait que c'est vraiment avant. On commençait à en parler un peu, mais pas tant que ça. Puis quand je suis revenue, je suis déménagée toute seule en appartement. Je venais de me séparer. Donc, ça a été un retour à la réalité très brutal. Là. J'ai passé comme un bon 2 mois tout seul. Mais c'est ça, c'était beaucoup d'apprentissage, disons. Là, mais je peux tellement comprendre. C'est tellement anxiogène de revenir dans chez toi, puis finalement, tu comprends absolument rien de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est sérieux? T'sais? Parce qu'au début, tout le monde était comme, bah, on s'en fout un peu, c'est pas important. Puis finalement, de prendre conscience que, comme, ben, ça a l'air sérieux, assez sérieux pour que je passe 2 mois tout seul enfermée. Quand on dit que on prend beaucoup de choses pour acquis, puis tout ça, ça en est un bon exemple parce que on part, le monde existe d'une certaine manière, puis quand on revient, c'est comme si on arrivait dans un autre monde complètement. Alors, le monde on peut se réveiller un matin, puis le monde a changé, la Terre arrête de tourner. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'en prend pas tant conscience. Puis moi, c'est quelque chose dans ma séparation que, justement, j'avais à régler parce que je me suis rendu compte que je prenais beaucoup les gens pour acquis. Puis là, je me suis rendu compte que non seulement je prends les gens pour acquis, mais je prenais aussi ma vie pour acquis. Fait que ça a été vraiment un gros retour à la réalité de comme, OK, il n'y a rien dans la vie qui est pour acquis, justement, comme on vient de discuter. Mais ça m'a vraiment frappée là, au début. Là, les premières émotions que j'ai ressenties, mettons, face à tout ça, c'était beaucoup de solitude, disons. Là, c'était vraiment spécial.
Mais ouais, c'est vrai, on peut tellement pas prendre la vie pour acquis, puis c'est là qu'on s'en rend compte à quel point ça va faire 1 an qu'on est là-dedans, c'est fou. Ouais, c'est long, là. 1 an. On s'attendait pas à ça du tout, là, au début, là. Toi, Marjo, t'as-tu quelque chose aussi qui t'est arrivé pendant la pandémie, une petite anecdote? Ben, c'est sûr que pas comme Cassandra puis Alain ont mentionné, c'est vraiment une prise de conscience incroyable. La petite anecdote d'aujourd'hui, ça va concerner moi puis Justine. En fait, on a entendu parler d'une opportunité des fonds de recherche du Québec pour faire un projet de communication. Puis on s'est dit, hey, on a un projet avec Alain sur la COVID, ça pourrait être cool d'utiliser ça, puis d'essayer de faire un podcast. De le rendre à votre avantage, c'est ça? Exactement. Ben puis on a appliqué, puis on s'est dit, on va monter quelque chose, ça a l'air cool, mais on sait pas trop ce que ça va donner. Puis là, ben, on est ici aujourd'hui, fait que notre anecdote, ben mon anecdote, exactement, de la journée, beaucoup plus positive que la mienne, du moins. Oh my God, je suis bien négative. On s'est pitché dans quelque chose qu'on est très contente aujourd'hui de s'aventurer dedans, mais qui a été toute une aventure. Ça, c'est... Ben, 100%, c'est certain. Oui, je suis d'accord. Moi, je partagerais de quoi, là, mais c'est plus concernant les étudiants, là, quand on est arrivé sur Zoom, on a tout essayé de trouver une façon de communiquer avec les étudiants qui étaient avec nous, parce que là, on se voit plus, là, on est devant un écran, fait que dans la conversation Zoom, on a des clavardages individuels qu'on peut faire, donc on peut juste rejoindre un étudiant de la classe puis parler en même temps que le cours. Ah, c'est donc bien fun, je savais trop pas ça. Ouais, mais les profs ont appris ça, puis ils nous ont comme fait une espèce de joke de... Hey, vous savez qu'avec nos modalités Zoom, on lit vos conversations privées entre étudiants. Fait qu'on le sait que tu nous trouves cute ou que cette section-là m'ennuie. Fait que là, moi, je trouvais... Ça nous a tellement stressés, mais finalement, c'était pas vrai, là. Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé on se dit jamais, oh mon Dieu, mes cours vont être en ligne, puis on va devoir utiliser cette... Moi, je sais pas comment vous faites, moi, j'aurais tellement de misère, là. Vraiment, je suis la pire. Moi... Honnêtement, c'est ironique, là, parce que genre, je vis des réseaux sociaux, mais comme tout ce qui est Zoom, ben en fait, juste Zoom. Zoom, je suis pas capable. Tu sais, même à Noël, ma mère était comme, on va se faire un Zoom familial. Je suis comme, non, sérieux, fuck off, ça me tente pas. Je suis comme... Fait que je sais pas comment vous faites, là, je trouve ça vraiment courageux. Faut s'habituer. Je pense que c'est vraiment ça. Puis Alain aussi, tu as eu toute cette expérience-là d'adapter ton cours en ligne, là. Ben oui, parce que du jour au lendemain, à l'université, il fallait adapter les cours en ligne. Quand je donne aussi de la formation à des psychologues. Et puis, justement, avant, les formations étaient en présentiel ou bien j'allais à l'étranger pour donner une formation. Puis là, du jour au lendemain, il faut que je donne la formation sur Zoom. 90% des gens s'étaient désinscrits des formations. Ah oui? C'était vraiment la catastrophe. On avait vraiment l'impression là, que l'avion piquait du nez. Il a vraiment fallu tout modifier les contenus des cours pour qu'ils soient adaptés à Zoom, autant les cours à l'université que les cours de formation continue. La psychothérapie aussi, on pourra en reparler, là, mais la psychothérapie en Zoom, c'est devenu la façon normale de faire. C'est tellement spécial. Et ça a été très spécial, ça. Ben oui, c'est sûr. Très spécial. Tu sais, quand t'es habitué justement d'avoir une vie plus mouvementée, d'être tout le temps rendu comme sédentaire chez toi, ça devient un peu... boring, je présume. Même moi, mettons, je le vis. Je suis tout le temps chez nous en tant que créatrice de contenu, mais là, c'est habituellement, j'allais dans les événements, j'étais quand même portée à aller faire des tournages à l'extérieur, puis là, je suis tout le temps chez moi, puis je suis comme, hey, mais je suis plus capable de voir mon chez moi, je suis plus capable, aidez-moi quelqu'un. Puis peu importe, même si tu essaies d'ajouter un peu de piquant, puis tu essaies de faire des événements différents, ça reste, comme tu dis, le même endroit. Exact. C'est tout en même place. La même routine. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. J'ai l'impression que chaque journée est juste pareil, en fait. J'ai l'impression que je parle juste de travail parce que c'est la seule chose en ce moment que je vis pour mon chien. Mais comme j'ai l'impression, c'est vraiment comme une roue, là, si je peux dire. Oui. Il n'y a pas de transition, c'est ça. Moi, je me lève, je m'en vais dans ma cuisine, j'ouvre mon ordi, je suis sur Zoom jusqu'à 8 heures le soir, puis après, je fais mon ordi, je m'en vais dans le salon, c'est comme... C'est tellement plate! C'est pas autre chose à un moment donné, mais oui. Voilà. Oui, c'est vraiment poche. En tout cas, je comprends. On a toute une réalité qui est différente, mais qui est similaire à certains niveaux, mettons. Là. C'est vraiment spécial. Là. Exactement. Puis vraiment, pour essayer de mieux comprendre justement ce qui se passait à travers la pandémie, à travers comment chaque personne réagissait à cet événement majeur-là, finalement. On a fait une étude avec Alain. Donc, on a lancé une étude un beau jour... en plein début de pandémie, où est-ce qu'on s'est intéressé à la question, mais premièrement,
est-ce que la pandémie est un trauma? Mais aussi, principalement, essayer d'identifier puis de mieux comprendre c'était quoi les différentes réactions que les gens pouvaient avoir à la pandémie. Et puis, on a lancé cette étude-là au niveau international. Ça a été c'est encore d'ailleurs toute une expérience vraiment enrichissante. Et puis, en fait, aujourd'hui, on aimerait ça vous partager quelques résultats. C'est ce qu'on va faire à travers les 3 prochains épisodes aussi. Puis, un peu prendre les résultats qu'on va partager comme un tremplin pour discuter avec vous, mais aussi pour discuter avec les gens à la maison qui nous ont déjà envoyé certaines questions par rapport à ce qu'on allait discuter aujourd'hui. Oui. Et puis, on a vraiment trouvé à travers nos résultats qu'il y a certaines réactions émotionnelles qui sont beaucoup plus fréquentes que les autres, puis même beaucoup plus fréquentes que peut-être on pouvait s'attendre à la base. Et plus particulièrement, nos résultats qu'on va partager aujourd'hui s'adressent, en fait, c'est des résultats des jeunes adultes, donc de la branche de 18 à 30 ans. OK. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, les réactions qui revenaient le plus souvent là, chez ces jeunes-là, c'est qu'il y avait un sentiment de tristesse face à la pandémie. Donc, ils ont coché cette réponse-là super souvent. On a aussi le sentiment de frustration, tu sais, la colère par rapport à la pandémie, la colère par rapport à ne pas pouvoir voir nos proches, nos amis. Puis, il y a aussi l'impuissance. Donc, un sentiment d'impuissance chez les jeunes qu'on voit vraiment beaucoup, peut-être justement parce qu'eux, ils peuvent pas sortir pour aller aider leurs proches, ils peuvent pas sortir pour faire quoi que ce soit souvent. Donc, on voit beaucoup de l'impuissance. Et on le voit chez 50% de notre échantillon des 18-30 ans. Fait que c'est vraiment des émotions qui sont très fortes, mais aussi qui sont très majoritaires. Donc, ça nous a vraiment étonnés parce que c'est un des plus gros pourcentages qu'on a là, dans nos résultats. Donc, c'est ça aussi aujourd'hui qu'on va discuter. Exactement. Donc, je sais pas si tu voulais réagir. Non, mais c'est tellement vrai. Tu sais, le sentiment d'impuissance, ça n'a pas de bon sens à quel point que, tu sais, c'est que peu importe, on peut rien faire, tu sais. Non, c'est ça. Peu importe comment on se sent, peu importe qu'est-ce que ça nous fait ressentir, peu importe si on a envie d'aller au bar, on peut pas y aller, non, on peut rien faire. Fait c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Mais tu sais, même par rapport à nos grands-parents, tu sais, ma grand-mère, elle m'appelle, puis elle se sent pas bien, là, être tout seule. Puis, tu sais, moi, je peux pas la mettre en danger puis aller vers elle. Fait que, tu as un sentiment aussi d'impuissance qui vient avec ça parce que tu veux être là pour eux, tu veux faire son épicerie ou quoi que ce soit, tu veux essayer, mais c'est difficile parce qu'on se sent quand même impuissant à travers tout ça. Oui. Mais je pense que moi, le sentiment qui me... Ben, en fait, ce qui me fait le plus de peine overall de tout ça, c'est que j'ai l'impression de perdre tellement de beaux souvenirs, des belles années. Puis, tu sais, moi, je suis dans ma fin vingtaine, puis je sais que les prochaines étapes qui s'en viennent pour moi, c'est plus justement, tu sais, d'avoir des enfants, tu sais, d'être pleine de responsabilités. Puis, tu sais, en ce moment, c'est comme vraiment mes dernières années où est-ce que j'ai l'impression que je peux penser à moi, m'amuser. Tu sais, même quand je me suis séparée, j'aurais vraiment aimé ça quand même, tu sais, aller vivre ma vie puis me changer les idées. Je l'aurais vécu différemment, disons. Mais c'est ça me rend full émue de perdre tous ces beaux souvenirs-là. Tu sais, même Noël, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, ça m'a tellement rentré dedans. Tu sais, pour moi, c'est une fête tellement importante. C'est une fête familiale. Je vais être proche des miens. Puis de l'avoir vécu loin de ma famille et tout, j'ai trouvé ça tellement lourd. C'est vraiment un sentiment d'impuissance puis d'avoir le feeling de perdre du temps, genre de perdre des beaux souvenirs de ma vie, tu sais. Des belles dernières années de wild, young, free. Oui, il y a vraiment un sentiment d'opportunité manquée, puis d'avoir raté certains rendez-vous qui peuvent être vraiment importants dans une vie. Je pensais notamment à tous les jeunes qui ont gradué de leur secondaire 5, par exemple, moi, mon frère a eu pendant la pandémie. C'était son secondaire 5, là, à mon frère. Bon, le bal définissant, là, oublie ça. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Le bal définissant, la danse, la nuit, c'est la montagne. Je veux dire, tout ça, là... mais même plus loin que ça, tu sais, mon frère, il me parlait, puis il était comme, tu sais, casse-moi en ce moment, tu sais, j'ai perdu la moitié de mon secondaire 5, puis il est comme, là, je rentre dans une étape où est-ce que techniquement, il faut que je choisisse, tu sais, où me réorienter. Puis il est comme, je sais même plus si j'ai encore des amis du secondaire, parce qu'il est comme, ça fait 6 mois que je les ai pas vus, tu sais, il est comme... Fait que lui, c'est comme une toute nouvelle vie, mais en tout cas, je trouve ça tellement triste parce que c'est tellement significatif, le secondaire. Tu sais, moi, je m'en mets à cet âge-là, puis ça a été une immense étape de ma vie. Je peux pas croire que mon frère, qui a vraiment bûché pour finir son secondaire, finalement, il l'a eu, il l'a fini, mais techniquement, c'est comme si c'était pas terminé. Genre, c'est pas concret, tu sais. Tous ces rites-là, ces rituels-là ont été complètement bousculés, bouleversés ou sont passés à la trappe. Et c'est vrai que
je pense que ça affecte encore plus les jeunes, et puis les jeunes adultes, et puis les adolescents, tout ça, parce qu'il y a effectivement terminé, même sa 6e année, c'est important, passer au secondaire, à se faire des nouveaux amis, etc. Donc, la fin du primaire, la fin du secondaire, la fin du cégep, toutes sortes d'étapes vraiment importantes qui sont oui, tu sais, juste évacuées. là, en fin de semaine, c'est la fête à mon frère de 18 ans, puis je suis comme... Je peux pas croire que je vais manquer la fête de 18 ans à mon petit frère. Tu sais, c'est toutes des choses que je vais me souvenir que je vais pas me souvenir finalement de ces souvenirs-là. Mais comme, je trouve ça tellement triste. Puis tu sais, même exemple, moi, mon grand-père est décédé pendant le temps du COVID. Mais tu sais, je trouvais ça tellement triste de le voir, tu sais, décéder un peu tout seul, en fait, tu sais. Les personnes les plus proches de lui, c'était les infirmières. Est-ce qu'il est mort de la COVID? Non, il est mort de vieillesse, c'est tout. Mais tu sais, c'est sûr qu'il n'est pas mort nécessairement de la COVID, mais ça reste que, tu sais, c'était ça le vibe. Là, on pouvait comme pas vraiment aller le voir. Mais ouais, c'est pour toutes ces opportunités-là manquées ou pas vécues comme on aurait voulu le vivre, disons. Tu sais, même les funérailles, c'était comme max 20 personnes. Comme, c'est ça. Voyons, max, qui à ses funérailles doit choisir... Ben, en fait, il choisit pas là, parce qu'il est plus là. Mais je veux dire, on choisit pas 20 personnes pour nos funérailles. C'est comme... Je trouve ça tellement triste, tu sais. Ouais. Mais autant la fin de vie que le début de vie, tu sais, j'ai du monde enceinte qui peuvent même pas avoir leur conjoint avec eux pour accoucher. Moi, je suis comme, j'imaginerais pas accoucher sans mon conjoint. Il y a tellement d'aspects que c'est tellement triste. Tu sais, justement, j'ai une amie qui a accouché pendant la COVID, puis tu sais, j'ai jamais vu son enfant en vrai. Mais je trouve ça tellement triste. Comme, tu sais, c'est ma première vraie meilleure amie qui a accouché, qui a un enfant pour vrai, puis je vis pas ces petits moments-là avec elle. J'ai aucune idée, comme sa fille, elle a l'air de quoi, tu sais. Je sais pas, je trouve ça tellement triste. C'est vraiment ça. C'est vraiment des souvenirs manqués, des opportunités manquées, puis beaucoup d'impuissance par rapport à tout ça, puis de questionnement. Là. Absolument. Énormément. Puis justement, en fait, on est un peu rentré dans la discussion, donc on va commencer à y aller encore plus creux, mais en commençant toujours avec peut-être une petite clarification. Donc, pour essayer de mieux situer les gens sur les différentes réactions émotionnelles, Alain, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ces différentes réactions émotionnelles-là qui peuvent être liées à la pandémie? Donc, on a surtout mentionné la tristesse, la frustration et l'impuissance, mais on sait aussi qu'il y en a bien d'autres. Il y en a beaucoup, mais en fait, là où j'aimerais qu'on aille pendant un moment, c'est d'abord constater que la pandémie, c'est pour toutes les générations qui la vivent, c'est probablement l'événement d'ampleur le plus catastrophique et qui va marquer pas juste une génération, mais qui marque en ce moment toutes les générations. Donc, c'est probablement un des événements les plus importants au monde dans les 50 ou les 100 dernières années. C'est du même ordre. C'est spécial. Du même, on dirait que ça me donne des frissons. Mais genre, de c'est vrai. On va s'en rappeler. Dans 80 ans, on va en parler. Oh my God, la pandémie, c'est complètement fou. Mais ça va créer ce qu'on appelle un flashbulb memory, c'est-à-dire que tout le monde va se souvenir de cette année-là et va avoir des anecdotes à raconter pendant les décennies à venir. C'est vraiment un point pivot. Il va y avoir un avant puis un après. Chez tous les gens qui vont avoir été confrontés à ça. Donc, c'est vraiment un événement, mais vraiment d'une amplitude absolument inattendue dans une vie, premièrement. Ensuite, il y a tout ce qu'on va avoir vécu en termes d'émotions puis de détresse lors de la pandémie. Mais c'est important de distinguer les émotions qu'on va vivre qui sont des réactions face à des événements particuliers. Donc, on va appeler plus les réactions émotionnelles de trait et d'état. Donc, l'état, c'est comment je réagis à une situation particulière. Puis de trait, en fait, c'est que ça vient beaucoup chercher, ça vient beaucoup recruter nos façons typiques de réagir aussi. Ça nous confronte à nous-mêmes, puis ça nous force à se regarder, puis à se découvrir aussi. Un événement comme la confrontation, comme la pandémie. Est-ce que je réagis avec angoisse vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis du changement? Est-ce que je réagis... Siri a réagi en tout cas. Merci, Siri. Exactement. Merci, Siri. Siri, elle intervient aussi des fois dans mes cours.
Donc, oui, donc il y a les réactions qu'on a sur le coup, puis il y a aussi, ça vient nous chercher aussi dans les façons qu'on a plus générales de réagir. Est-ce qu'on réagit avec optimisme, avec pessimisme? Est-ce qu'on voit les choses comme un défi, un beau défi? Ou est-ce qu'on va réagir plus de façon anxieuse ou en se repliant, de façon plus déprimée? Est-ce que c'est possible d'avoir comme des passes? T'sais, mettons au début d'être full optimiste, après ça, de plus l'être pantoute. Il y a aussi effectivement ça. Oui. Il y a la psychologue Elisabeth Kubler-Ross, par exemple, qui a distingué 5 phases. Elle s'intéressait à la réaction vis-à-vis du deuil, donc vis-à-vis une perte ou un deuil, que ce soit quelque chose une perte qui nous affecte personnellement. Ça peut être, par exemple, perdre un membre, un bras, ou perdre un être cher. Et elle a distingué 5 phases émotionnelles par lesquelles les gens vont passer. Donc, essentiellement, ça va être le déni, la colère, la dépression. Ensuite de ça, ça va être la négociation, l'espèce de bargaining, avant d'arriver à l'acceptation. Donc, effectivement, on est aussi susceptible de vivre différentes phases là-dedans. Et j'étonnerai personne si je dis qu'au début de la COVID, on était tous dans le déni. Oui. On n'arrivait pas à s'imaginer ce qui était en train de se passer. Personne. Personne. Ben non, 100%. Quand on nous a confinés pendant 2 semaines, on s'est dit, bon, on va être confinés 2 semaines à la maison. Puis là, on a commencé à se dire, se demander comment ça allait se passer, puis qu'est-ce qu'on allait faire 2 semaines plus tard. Mais on comprenait pas que ça durerait 1 an. On était tellement naïfs dans ce temps-là. 2 semaines. On était complètement en déni. Oui. Puis ça, c'est des émotions aussi qui peuvent s'étirer sur plusieurs semaines puis plusieurs mois, puis qui viennent vraiment nous confronter puis nous chercher dans nos façons de faire puis nos façons d'être. J'ai un ami qui est pasteur puis qui a aussi une formation de psycho, puis c'est un anglophone, puis il dit « another learning experience ». Mais entre learning puis experience, vous pouvez mettre tous les sacres que vous voulez. Hein? Parce que généralement, on n'accueille pas les occasions de croissance puis d'apprendre. Hein? Et donc, on va vivre effectivement du déni, de la colère, de la dépression, et on va passer par des phases comme ça. Et tous, on peut passer par différentes phases. Il y a certaines phases qu'on peut sauter complètement. On peut vivre ces choses-là de façon plus rapide ou plus lente. Donc, effectivement, la pandémie vient nous confronter dans nos façons d'être et de faire. Ça nous confronte à nos démons. Et ça vient nous confronter à nos démons. Exactement, Cassandra. Exactement. C'est pas comme si... Voilà. Tu sais, comme Alain, tu disais, learning experience, tu sais, c'est pas comme si on pouvait faire comme, non, bye, moi, votre problème, arrangez-vous, je m'en vais. Mais ce qui est intéressant... Il y a quand même des gens qui ont fait ça, par contre. Oui. Mais ce qui est intéressant, puis j'ai été voir un petit peu avant l'entrevue, Cassandra, ce que tu fais, tout ça. Et puis je pense qu'il y a un point où on va peut-être se rejoindre, c'est que dans toute épreuve, il y a une occasion d'apprendre, effectivement, puis de croissance. Et en fait, ce qu'on oublie trop souvent dans la crise, c'est que la résilience, c'est la réponse normative vis-à-vis d'une crise. Une crise qui est d'une ampleur qu'on peut surmonter. Hein. Il faut qu'on ait la capacité de le surmonter. Mais une crise, c'est une occasion de croissance par laquelle on va vivre différentes émotions, mais qui, au bout du compte, est censée être un learning experience. Oui. Et le bout de tout ça, la résolution de tout ça, c'est qu'on s'en sort plus fort et plus résilient. Oui. Et il ne faut pas oublier ça, qu'on est là-dedans en ce moment. Et quand la pandémie va être finie, on va ressurgir de ça un peu comme un phénix. Hein, les gens, ça va être fini, puis on va avoir appris quelque chose sur nous. On va avoir redécouvert l'importance de toutes sortes de choses, hein, le lien social, le on va plaisir vraiment de moins prendre pour acquis les choses. Prendre les choses moins pour acquis, le plaisir de se fréquenter, la valeur de tout ça. Hein. Donc, on est en ce moment engagé dans cette espèce de long et lent processus.
Les lab tous ensemble. Je m'attendais peut-être pas à dire ça aussi, mais les lab meetings me manquent. Comme les lab meetings en face me manquent. Les lab meetings. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un lab meeting, Marjo? Parce que les gens, ils savent pas c'est quoi, là. Dans le fond, en recherche, donc en travaillant avec Alain, donc à toutes les semaines, on se rencontre, puis on le fait encore par Zoom, par contre. On se rencontre pour discuter de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est à venir, où est-ce qu'on en est rendu, tout ça. Mais l'expérience d'avoir ces rencontres-là en face. Puis les vendredis, on était toujours excités, mais en même temps, on avait un petit comme je pourrais pas faire autant de travail cette journée-là, mais ça me manque tellement, tellement, tellement. Puis comme, même si je vais être moins capable de faire du travail, fine, OK, c'est correct, mais mon Dieu que j'ai hâte comme de me retrouver à travers autour d'une table, comme avec tout le monde. Mais j'avoue, puis... le sentiment qu'on va ressentir, tu sais, mettons, moi, je suis une fille qui aime beaucoup sortir, j'adore les restaurants, les bars et tout. Aller prendre un petit verre, c'est le fun. Mais tu sais, le sentiment que je vais ressentir quand que je vais être assis justement autour d'une table avec mes proches, qu'on va vraiment pouvoir enjoy un bon repas au restaurant, mais pour vrai, tu sais. Genre, on en parle, on dirait que j'ai des frissons. On en rêve en ce moment. Oui, on veut ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça que je me dis. Tu sais, je pense que à travers toutes les émotions que ça va nous avoir fait vivre, on va en retenir vraiment beaucoup de positifs. Tu sais. Puis justement, tu sais, moi, quelque chose qui me manque énormément, c'est justement la proximité avec ma famille. Tu sais, moi, ma famille est à Québec, puis moi, je suis à Montréal. Puis c'est vrai que, tu sais, dans les dernières années, j'étais vraiment occupée au travail et tout, fait que j'ai moins pris le temps d'aller les voir. Puis là, on dirait que tu sais, ça me fait réaliser tellement d'affaires, puis ça me fait juste prendre conscience de, tu sais, la famille, c'est précieux. Justement, tu peux jamais savoir quand est-ce qu'il peut se passer quoi que ce soit, en fait, autant une pandémie qu'autant un décès, une maladie, quoi que ce soit. J'ai pas envie d'attendre. J'ai envie de prendre le contrôle de la situation, puis tu sais, de vraiment aller les voir et tout. Fait que, tu sais, c'est plein de réalisations, autant d'introspection sur nous, je pense qu'on a fait, que sur comment qu'on pourrait améliorer notre vie, comment qu'on pourrait changer les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu tous dans nos vies personnelles, mais qu'on en sort aussi tous plus grands, tu sais, au final. En tout cas, je sais pas, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, sur le coup, mettons, j'étais tellement triste pour ma séparation, puis je vivais ça, tu sais, moi, dans ma vie personnelle. Puis quand tout ça est arrivé, j'ai eu l'impression que ma séparation, c'était comme... il se passait quelque chose de plus grand que ça, genre. Fait que j'ai comme mis un peu ces émotions-là de côté, puis je me suis concentrée sur d'autres émotions. Puis c'est con, mais le feeling de... on est tous ensemble là-dedans, moi, ça a été très rassurant, si je peux dire. Oui. Vraiment. Fait qu'en tout cas, ça, il y a un aspect positif. J'ai eu l'impression qu'ils ont été comme tous ensemble là-dedans. Tous ensemble dans ma séparation. Mais pas ma séparation, mais tous ensemble dans quelque chose d'encore plus grand, en tout cas. Fait que, oui, c'est autant négatif ça soit, ça a été quand même positif dans ma vie. Puis je pense que overall, ça va être vraiment très positif dans toutes nos vies. Tu sais, quand on va en sortir, enfin... On va compter ça autour d'un café quand on va avoir 80 ans. Et tu te rappelles-tu? My God! Oui, vraiment. Dans la recherche qu'on a menée sur plus de 6000 personnes au moment de la COVID, en fait, en analysant nos données, on a réalisé qu'il y avait 4 grands profils qui se dégageaient chez les gens qu'on avait interrogés. Et c'est vraiment intéressant de constater qu'en fait, il y avait des gens qui avaient vécu un stress immense ou un événement traumatique qui était consécutif à la COVID. On peut penser, par exemple, à des premiers répondants, par exemple, ou des gens qui s'occupent de personnes âgées ou qui donnent des soins. Donc, des gens qui étaient vraiment en première ligne et qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Il y avait aussi des gens qui vivaient des grands stress où il n'y avait peut-être pas une menace vitale comme un événement traumatique, mais c'était un stress catastrophique, là. Je pense, par exemple, si on est un commerçant ou si on est, par exemple, un jeune et puis on est coincé dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Pour la première fois, on vit un appartement. On ne peut pas aller à l'université, on ne peut pas voir ses amis, puis on est comme coincé. Donc, on avait un premier profil de gens qui avaient vécu un stress catastrophique ou un trauma. On avait aussi un deuxième profil de gens qui avaient vécu des pertes importantes, des pertes ou des deuils importants. Et donc, comparativement au premier, qui pouvait rapporter des symptômes de stress post-traumatique, dans le deuxième, c'était surtout des symptômes dépressifs que les gens rapportaient.
avec des sentiments de perte, de la tristesse, des problèmes d'appétit, sommeil. On avait un troisième profil qui est un profil anxieux qui, lui, se divise en deux. Et c'était surtout des réactions anxieuses vis-à-vis de « j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose » ou d'autres gens, c'était « j'ai peur qu'il arrive quelque chose à un être cher ». Et donc, on a réalisé que parmi les gens qui vivaient de la détresse au moment de la COVID, on pouvait utiliser ces 4 grandes catégories-là pour classer beaucoup de gens qui rentraient dans ces 4 catégories-là. Puis ça nous a vraiment permis de mieux comprendre un peu qu'est-ce que la pandémie induisait chez les gens et comment, en tant que planificateur de santé publique ou de politique ou même ensuite de ça, en diffusant ces connaissances-là vis-à-vis des journalistes ou dans des podcasts ou dans des blogs, tout ça, on pouvait vraiment diffuser cette information-là, puis aider les gens qui aident les autres ou aider les gens qui s'entraident à mieux comprendre ce que les gens vivent et à intervenir auprès d'eux. Puis même aussi pour les gens qui nous écoutent, d'être capable, je pense, de s'identifier puis de comprendre comme, OK, je suis peut-être pas fou, tu sais, c'est pas moi qui me fait des idées, comme il y a d'autres gens dans cette situation-là, c'est pas l'exception qui confirme la règle, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Je pense que ça a aussi d'être capable de normaliser ces réactions-là auprès des gens qui la vivent. Oui. Ça aide à accepter aussi, là. Tu sais, quand tu mets le doigt directement sur comment tu te sens ou justement, tu sais, comme moi, je suis pas mal sûre que j'ai fait une dépression à travers de tout ça. Puis, tu sais, justement, je suis en train de regarder avec mon médecin, tout ça, là, si c'était vraiment comme plus un problème au niveau de ma santé ou si c'était vraiment plus santé mentale. Mais ça se pourrait, tu sais, c'est normal, là, tu sais, je suis pas un cas à part, tu sais, ça a tellement été difficile. Puis justement, tu sais, en me comparant, je réalise, moi, je parle de ma séparation, je parle de des trucs que j'ai vécu pendant la pandémie, mais il y a tellement des personnes qui ont perdu, il y a tellement des personnes qui, je sais pas, je trouve ça tellement émouvant de penser à toutes ces personnes-là qui ont, tu sais, je pense aux infirmières, aux personnes dans le domaine de la santé qui ont été là, qui ont vu des choses atroces, tu sais, je trouve ça... je me trouve ridicule, tu sais, de me plaindre, puis... de me plaindre, je me plains pas, là, mais tu sais, je veux dire, je me trouve ridicule d'avoir quasiment vécu ces émotions-là, tandis qu'au final, je constate que j'ai quand même été chanceuse dans la pandémie, tu sais, j'ai pas perdu mon travail, au contraire, j'ai même eu l'opportunité d'écrire un livre, fait que je trouve ça fou de penser qu'il y a des gens qui ont vraiment perdu leur petit commerce, qui venaient de starter, qui venaient de perdre leur emploi, en tout cas, je trouve ça tellement spécial, puis ça me rend vraiment émotive d'en parler, puis... Oui, c'est fou. Vraiment. Mais en fait, merci de partager ces émotions-là avec nous. On apprécie vraiment ton ouverture. Puis c'est quelque chose qu'on trouve vraiment... on est vraiment contente de t'avoir ici. Pas juste pour ça, là, mais ça... je comprends. Ah oui, bravo. C'est peut-être pour pleurer. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est juste... ça a été tellement, tellement lourd, ça m'a tellement rentré dedans. Puis, tu sais, justement, j'en parlais avec ma mère récemment, puis je disais comment je me sentais. Puis ma mère, elle a vraiment fait une grosse dépression, qu'elle traîne encore, puis elle prend encore des médicaments pour ça. Puis elle m'a dit, mais tu sais, Cass, tu te rends compte que tout ce que tu me dis, tu sais, c'est vraiment les symptômes d'une dépression, tu sais. Puis j'étais comme, voyons donc, tu sais, moi, je suis full ouverte à parler de santé mentale, puis tout, mais j'ai jamais pensé que j'en souffrirais, en fait. Là. J'ai jamais pensé que ça pourrait m'atteindre. Je suis une personne super positive, full optimiste. Justement, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein, c'est ça l'expression? Et non pas à moitié vide. Ouais. Fait que là, de me rendre compte que moi, que je constate que j'ai quand même été chanceuse à travers de tout ce processus-là, je le feel comme ça. Je me dis, my God, des personnes qui ont perdu leur emploi, ou comme mon petit frère, justement, en ce moment, qui a l'impression qu'il ne sait même pas vers qui se retourner. Tu sais, il est comme, j'ai même plus d'amis, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Je me dis, je peux pas imaginer l'ampleur des dommages que ça a pu leur faire, tu sais. Mais justement, pour faire du pouce là-dessus, tu sais, les gens qui, justement, ne sont pas capables de reconnaître leurs propres émotions ou d'être capables de reconnaître, justement, qu'ils vivent une détresse psychologique, est-ce que tu aurais des
peut-être des trucs pour aider ces personnes-là à justement gérer mieux leur santé mentale pendant la pandémie, parce que beaucoup de monde, comme Cassandra, j'entends beaucoup des gens, mais moi j'ai pas besoin d'aide, mais quand ils t'expliquent comment ils se sentent, tu sens un peu dans leur discours que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour eux. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner pour ça? Oui, effectivement. Ben d'abord, ça peut être assez courant aussi chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, de ressentir un sentiment d'invulnérabilité ou d'omnipotence souvent. Et la vie est bien faite. C'est bien qu'on soit comme ça quand on est jeune parce que ça nous permet d'entreprendre un tas de choses que quelques années plus tard, quand on se retourne puis qu'on jette un œil derrière notre épaule puis on se dit « Hey, j'étais jeune et fou et puis, mon Dieu, je me suis lancé dans des choses que finalement, j'ai réussi à accomplir des choses, mais j'étais loin de me douter les risques que je prenais ou tout ça. » Donc, il y a vraiment quelque chose de bien fait dans la vie. Mais le corollaire de ça ou la zone grise de ça, c'est qu'effectivement, des fois, on peut être soit dans le déni ou soit avoir du mal à identifier un peu ce qu'on vit, ses émotions. Puis ce dont on se rend compte avec la pandémie, c'est à quel point les autres sont importants. Les autres, pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, c'est souvent ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. C'est-à-dire que les autres, ils nous fournissent une espèce de soutien. Et c'est vraiment quand on en est privé qu'on réalise à quel point on avait recours aux autres pour gérer notre humeur, notre bien-être, puis notre sentiment de drive, tout ça. Et donc, en fait, si on est un petit peu moins à l'affût de ce qu'on vit, tout ça, on peut aussi se tourner un petit peu plus vers les symptômes, si on veut, ou les choses qu'il faut surveiller. Par exemple, il y a 2 ou 3 choses qui sont vraiment importantes à surveiller et qu'un œil de professionnel en santé mentale va tout de suite regarder en l'espace de 3 ou 4 questions pour essayer de saisir comment va quelqu'un. En gros, ça va être des questions qui portent sur l'appétit, l'humeur, le sommeil. Et on pourrait peut-être ajouter là-dedans aussi certains acting out ou une impulsivité ou des comportements qu'on se met à faire qui nous ressemblent pas nécessairement, qui sont nouveaux, inattendus. Et donc, si on voit des changements dans son appétit, si notre appétit augmente ou si on n'a plus faim, si notre humeur change, si on a, par exemple, tout le temps envie de pleurer ou on est particulièrement irritable, on a la mèche courte, tout ça, c'est des indices qui devraient nous dire « Oh, on dirait que je suis en train de vivre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment ça se fait que mon sommeil, comment ça se fait que je dors 12 heures par jour? Comment ça se fait que j'arrive pas à m'endormir le soir? Comment ça se fait que je fais des cauchemars? » Donc ça, c'est vraiment les choses que les professionnels en santé mentale vont regarder en premier, puis les questions qu'ils vont poser au début de tout entretien, en fait. Puis à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut différencier entre comme ces réactions-là qui j'imagine, peuvent être des réactions normales à un événement externe, puis des réactions qui sont, pas hors de proportion, mais qui est comme OK, là, c'est intense. Là, il faut que j'aille consulter. Il faut que j'aille chercher de l'aide. Souvent, ça va être une question de durée. Okay. En psychologie, on va souvent normaliser. On entend ça souvent. C'est normal, tatati patata. Oui, c'est normal. C'est normal de se sentir triste. C'est normal de se sentir en colère ou épuisé ou ci ou ça. Tout ça, oui, c'est normal. Ce qui est moins normal puis ce qui devient problématique, c'est le critère de la durée, de l'intensité et ou de la durée. Donc, quand on se sent comme ça pour des périodes de temps prolongées, c'est là que ça commence vraiment à poser problème. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se dire « Oh, on dirait que j'ai du mal... en quelque part, à m'auto-réguler. L'autorégulation, c'est qu'est-ce que je fais avec moi-même
quand je file pas. Comment je fais pour moduler mon humeur, mon bien-être? On est tout le temps en train de s'auto-réguler. On est tout le temps en train de se gérer. Ça peut être en prenant un petit verre de vin, ça peut être en se distrayant, en faisant quelque chose, tout ça. Mais à un moment donné, si on a du mal, avec cette autorégulation-là, puis on commence à vivre des symptômes, là, il faut vraiment se dire « Wow, il y a quelque chose qui se passe. Okay. » Puis avec la COVID, qui veut pas maintenant, comme on disait un petit peu plus tôt, ça fait 1 an. Ça fait un peu plus qu'1 an qu'on est là-dedans. Est-ce que l'idée de durer demeure la même même quand on est confronté à quelque chose qui perdure autant? L'idée de durée demeure parce que la COVID, c'est pas quelque chose... la pandémie, c'est pas quelque chose d'uniforme. Il y a des semaines, c'est plus facile que d'autres. Il y a des moments... je veux dire, il y a des hauts et des bas là-dedans. Donc, le critère de durée perdure. Oui, je dirais que oui. Mm-hmm. Puis toi, Cassandra, justement, comment est-ce que tu trouves que ça t'a affecté ou comment est-ce que tu relates avec un gros anglicisme par rapport à ce qu'Alain vient tout juste de dire? Non, mais c'est exactement ça. En fait, moi, que je me sentais, c'était surtout énormément... Je me sentais tout le temps fatiguée, mais comme ça avait aucun rapport. Là. Genre, puis moi, je suis une grande dormeuse, je le sais. Là, je peux dormir 10-12 heures par nuit facile. Mais c'est que là, j'arrivais pas à prendre le dessus. Je me réveillais, vraiment, les yeux me piquaient. Là. Puis zéro motivation non plus. Puis c'est sûr que c'est que j'ai l'impression que c'était comme une grosse roue, dans le sens où moi, mon travail, c'est beaucoup de performance, beaucoup de créativité. Mais là, my God, je me sens zéro créative. Là, je suis chez nous, moi, là, genre, je vis rien. Là. Fait que, tu sais, là, ben, je me sens pas créative, donc je fais pas des vidéos pertinentes. Donc là, ça me joue dans la tête. Ah, OK, ben dans le fond, je suis plus pertinente sur les réseaux. Ben dans le fond, c'est quoi que je vais faire de ma vie, tu sais, si je suis plus sur les réseaux, tu sais. Fait que c'était vraiment une roue sans fin. Ben, je dis c'était vraiment, mais je le file encore, tu sais. Mais c'est ça, énormément, finalement, de fatigue, de démotivation, de questionnement, on dirait que tout était trop, genre. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps été une personne que, justement, je suis capable de réaliser que, tu sais, tout n'est pas une montagne, tu sais, juste fais une petite chose à la fois, puis ça va aller. Mais là, on dirait que c'était juste, tout était trop, genre. Puis... ouais, c'est vraiment mon niveau de fatigue qui m'a alarmée. Puis c'est sûr que là, en plus, là, c'est, mettons, au niveau appétit, moi, j'ai tendance à manger plus quand que je file pas. Donc là, j'ai pris un peu de poids. Donc là, c'est que ça me joue dans la tête. Je suis comme, bon, là, j'ai pris du poids. Je me sens moins bien dans ma peau. Là, on dirait que tout s'enchaînait, genre, pour que, finalement, je sois juste pas bien, genre, dans la situation. Puis c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, tu sais, j'ai eu une chance de pouvoir continuer à créer et tout. Mais, ironiquement, c'est lourd quand même d'être sur les réseaux sociaux. Oui. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de questionnements, de te demander est-ce que j'ai ma place, est-ce que j'ai pas ma place, est-ce que les réseaux sociaux, tu sais, justement, c'est tellement instable, est-ce que ça... En tout cas, ça a été vraiment beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion puis de questionnement, mais overall, c'est ça, je me suis dit, je sens que j'ai besoin d'aide. Puis c'est la première fois que je sentais que j'avais besoin d'aide. Puis j'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille qui est arrivé entre-temps. J'ai jamais eu de médecin de famille. Là. Je suis comme, my God, je peux appeler un médecin. C'est tombé malade. Mais bref, c'est ça. Fait qu'elle, tu sais, quand je lui ai dit comment je me sentais, puis elle m'a dit qu'il y avait peut-être possibilité que ça soit vraiment un déséquilibre, que je sois vraiment malade, mettons. Fait que là, on a fait une full de tests. Puis là, je suis en attente des résultats. Puis elle m'a dit justement, tu sais, si après ces tests-là, on voit que ça n'a pas rapport, puis que t'es vraiment en santé, ben on va se tourner plus vers le côté santé mentale. Mais... oui, j'ai hâte d'avoir les résultats, mais je trouve ça stressant en même temps parce que, ben je sais pas, je trouve ça spécial. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui, justement, ou ma mère qui a fait une dépression et tout, puis je peux pas croire, mettons, que je vis ça, que je vais être sur les médicaments. Tu sais, on dirait, moi, je l'ai toujours vu un peu les médicaments comme une espèce de béquille, tu sais, de quoi pour t'appuyer, mais... T'sais, moi, j'ai tout le temps été une personne comme non, je vais réussir par moi-même, je vais m'en sortir. T'sais, en ce moment, je file pas, mais ça va mieux aller. Fait que de me dire qu'en ce moment, j'ai plus de ressources en moi, que je dois aller chercher de l'aide extérieure, je trouve ça très déstabilisant, si je peux dire. Fait que je peux pas imaginer, tu sais, moi qui est quand même une femme de 26 ans, quand même relativement bien dans ma peau, dans ma tête,
que je ressente ces émotions-là, puis que j'ai de la misère à les accepter, puis à aller chercher de l'aide. Je peux pas imaginer, mettons, un jeune ou une personne, justement, qui en ce moment a vraiment plus le contrôle de sa vie, mais qui vit également ces émotions-là, puis qui aurait besoin d'aide, à quel point que ça doit être totalement déstabilisant, là. Vraiment, j'ai beaucoup d'empathie, en fait, pour les gens en ce moment, tout ce qui se passe, puis les jeunes. Je trouve ça vraiment, vraiment spécial. Oui, puis je pense que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses comme ça, puis qui se sentent comme ça. Puis, en fait, finalement, on est nombreux à se sentir comme ça. Oui, vraiment. Et on est nombreux à vivre ça. Et quand on réalise qu'on est nombreux, on dirait qu'on se sent moins seul, puis moins l'espèce de mouton noir du troupeau. Et ça, c'est peut-être la partie qui est un petit peu plus difficile en ce moment avec la pandémie, c'est de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit. Mais je trouve qu'il y a un point positif à ça, de justement pas se sentir tout seul, mais je trouve qu'il y a quand même un point négatif du fait que moi, j'ai tendance à me dire « Ah ben, il y a des gens qui vivent pire, moi, ce que je vis en ce moment, c'est pas valide. » Puis ça, c'est quelque chose que je trouve lourd parce que justement, je considère que je suis une personne super privilégiée à plein de niveaux. Puis je suis comme... Je m'avoue difficilement les émotions que je vis en ce moment à cause de ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un aspect justement positif d'être comme je suis pas tout seul, mais en même temps, OK, je suis vraiment pas tout seul, mais dans le fond, je devrais peut-être pas me sentir comme ça. Fait que là, j'invalide ce que je vis, tu sais. Fait que c'est un peu plate. Donc, il y a un équilibre à aller chercher là-dedans Ouais. entre, effectivement, reconnaître ce qu'on vit, puis en même temps dire, ben oui, il y en a des pires que moi. Généralement, quand ce mécanisme-là, ce processus-là, dire, il y en a des pires que moi, d'habitude, ça nous fait du bien, ça nous remonte. Oui. Mais quand c'est, il y en a des pires que moi, fait que comment ça se fait que je suis pas capable ou que, en fait, moi, que je me sens quand même triste puis que je trouve ça difficile. C'est comme si c'est pas légitime pour moi de me plaindre ou de vivre ce que je vis. Fait que il y a une espèce d'indulgence envers soi-même qu'on doit aller chercher. Que, habituellement, on vit pas tous la même chose en même temps. Puis là, vu qu'on vit tous la même chose, mettons, je vais parler avec ma mère ou avec mes meilleurs amis, je vais leur dire comment je me sens. Habituellement, eux, peut-être que ça irait super bien dans leur vie puis qu'ils seraient full rassurants. Mais là, en ce moment, c'est comme « Ah ouais, mais moi aussi, je me sens comme ça. Ah ouais, mais tu sais, moi, il se passe ça dans ma vie. Moi, tu sais. » Fait que là, c'est que j'ai l'impression que c'est comme vraiment une roue dans le sens où comme... Là, mon Dieu, ma mère, mes amis, si vous m'écoutez, je vous aime. Là. Genre, on est tous dans le même bateau, puis je comprends, mais c'est sûr que par moments, j'essaie d'aller chercher du support puis de m'appuyer sur mes proches, mais eux aussi ont besoin de moi, tandis que moi, je peux pas être là pour eux, puis eux peuvent pas être là pour moi. Fait que je trouve ça... en fait, on se comprend, mais dans une situation pareille, quand tu te sens vraiment au fond de ton baril, puis que ça va vraiment pas, puis tu as des idées noires, ça va vraiment pas, mais genre, tu as besoin de tes proches, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dise « Ah ouais, mais moi aussi, je vis ça, tu sais. » Tu as besoin de quelqu'un qui « OK, là, let's go. Là, genre, on va se reprendre en main. Tu es une personne de même, là, tu sais. » Fait que ça, j'ai trouvé que ça aidait pas, mettons, la situation, que ça soit tout négatif, là. Tout le monde négatif. Il y a personne que c'est vraiment... Il y a personne, du moins autour de moi, qui a pas vécu quelque chose de négatif pendant cette pandémie-là. Il y a personne qui est comme « Ah ouais, moi, ça m'a apporté juste du bien, tu sais. Au contraire, avec mon emploi, ça a bien été, ou ci ou ça, tu sais. » Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de, oui, rassembleur, mais en même temps, tellement encore plus anxiogène, tu sais, de comme, on va tout pas, genre, comme, qu'est-ce qu'on fait? Comme, on se retourne vers qui, tu sais? Fait que, on se retourne vers les professionnels, mais là, c'est que la demande est tellement grande, tu sais. Fait que là, je fais quoi, tu sais? Oui, la demande est grande et puis il y a tout un paradoxe, en fait, qu'il y a presque plus de face-à-face qui se fait. Donc ça ferme, mais de l'autre côté, à partir du moment où on peut faire de la téléthérapie, ça permet de voir des gens qui n'auraient pas pu venir nous voir parce qu'ils habitent trop loin. Donc, ça a vraiment des effets multiples, divers et paradoxaux. Mais c'est vrai que quand on se sent un peu plus en remise en question, on aurait envie de rencontrer puis de parler à quelqu'un
qui peut nous offrir plus des certitudes. On a envie de trouver notre rocher, notre roc. Quelqu'un de rassurant. Quelqu'un qui peut être rassurant, solide, puis nous dire, non, ben là, regarde, c'est comme ci, c'est comme ça, puis là, c'est le temps d'aller se faire une tisane, puis c'est le temps de se faire ci, puis tout ça. Puis demain, ça va aller mieux. Oui, full. On a comme... Mais là, c'est qu'on n'a aucune certitude non plus sur le demain, tu sais. Fait qu'il y a personne qui peut dire, ouais, mais demain, ça va être correct, parce qu'au fond, personne le sait, tu sais. Ça va ressembler à quoi demain? Ouais. Personne ne sait ce que demain nous réserve. Oui, à part un café, peut-être. Croise les doigts. mais pourtant, on peut avoir la certitude que derrière les nuages, le soleil continue de briller. Et c'est juste une question de temps pour que ces nuages-là se dissipent. Ces nuages-là, c'est quelque chose qui est autour de nous, mais c'est quelque chose qui est parfois en nous, mais c'est pas nous. Oui. Et si on les laisse suivre leur cours, si on réalise que si on prend un petit peu de distance par rapport à ce qu'on vit, ce que je vis, c'est pas moi, ça me définit pas nécessairement. C'est comme une émotion qui m'habite. C'est quelque chose qui passe comme un nuage, comme un orage, comme une tempête. Mais toutes les tempêtes ont un début, un milieu et une fin. Oui, mais c'est vraiment bien dit. Et quand on se raccroche à cette connaissance qu'on a tous des tempêtes, tout le monde, on sait ça dans le fond. Quand on se remémore ça, quand on se souvient de ça, on sait que les choses vont avoir une fin. Et que on va renaître et on va ressurgir de ça. Oui. Avec un peu plus de sagesse, avec un peu plus d'espoir et tout ça. Moi, je pense qu'on va finir beaucoup plus humain. Oui. 100%. Puis connecter les uns les autres. Pas juste sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je suis tannée. Je veux du vrai contact. Je pense qu'on va sortir. Je pense qu'on va... Mon Dieu, quand ils vont lâcher le confinement... On va tous se coller. Je pense que ça va être une immense euphorie. Hein? Adieu les poignées de main, là. Oui. Allô, les accolades. Ah oui, là, il va falloir se rattraper. Là. À l'international aussi, là, pas juste local. Nous, on s'en va, on voyage, puis on fait des câlins à tout le monde. Ça va être la fiesta. Oui, exact. Oui, c'est vrai. Puis peut-être pour embarquer un peu plus au niveau clinique, tout ça, donc Alain, on sait que tu as aussi... tu as ta propre clinique, puis tu es justement aussi fier père de la thérapie de reconsolidation. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu, puis comment est-ce que tu as adapté ou comment est-ce que tu apportes ta thérapie de reconsolidation aux gens qui en ont besoin pendant la COVID? Oui. Ben, la thérapie de la reconsolidation, c'est une approche assez particulière qui a été développée pour aider les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Et ça consiste à repenser à un événement traumatique sous l'influence d'un médicament, en fait, qui va diminuer la force émotionnelle d'un souvenir. En fait, c'est vraiment une découverte qu'on a faite dans les dernières années, issue des neurosciences, et qui montre que il existe une classe de désordre ou de difficulté qui s'appuie sur un souvenir. Et donc, quand on forme un souvenir, quand on crée un souvenir très intense, très émotionnel, ce souvenir-là peut par la suite vraiment être comme un corps étranger duquel émanent des symptômes de l'anxiété, de la dépression ou des symptômes post-traumatiques comme des cauchemars, tout ça. Et donc, dans cette thérapie-là, on a découvert qu'on pouvait soigner les gens très rapidement si on diminuait la force émotionnelle de ce souvenir-là. Donc, c'est vraiment une approche qui change la façon de soigner les gens qui souffrent de stress post-traumatique. Ceci dit, c'est pas nécessairement une approche pour tout le monde. Il y a aussi des cas de figure où on peut avoir plus envie ou besoin de parler. Hein? Il y a vraiment beaucoup de cas de figure où ce qui va être vraiment le plus aidant, surtout quand on vit des événements de vie, peut-être d'intensité moindre,
ce qu'on a besoin souvent dans des cas comme ça, c'est de pouvoir se confier, de pouvoir parler. Et en parlant, en décrivant ce qu'on vit et tout, ça nous fait faire des prises de conscience, ça nous fait vraiment avancer. Mais ce que j'ai observé au plan clinique, quand il a fallu vraiment changer la façon d'intervenir en clinique à partir de la pandémie, c'est qu'effectivement, il y a une minorité importante de gens qui ont vécu des pertes et des deuils très importants durant la pandémie, des gens qui ont vécu des événements traumatiques, qui ont vu des choses qui les ont profondément bouleversés. Et il y a clairement un besoin qui est là, un besoin qui s'exprime et auquel on essaie de répondre en tant que profession. Et la thérapie de la reconsolidation a évidemment une place dans cette écologie, dans cet univers là, du traitement, parce qu'elle est particulièrement rapide et elle permet de remettre sur pied des gens en l'espace de 6 à 8 semaines, ce qui est beaucoup plus rapide que Mais si j'ai bien compris, les approches traditionnelles. C'est une thérapie qui fait en sorte que tu oublies les mauvais souvenirs reliés à l'événement. Alors, on n'oublie pas les émotions. Ouais, on n'oublie pas, c'est pas vraiment, on n'oublie pas ce qui nous est arrivé, Okay. mais on arrive à diminuer petit à petit la force émotionnelle du souvenir. Okay. Et donc, ce qui apparaissait comme des thérapies futuristes ou pratiquement de la science-fiction, en fait, dans le domaine des neurosciences, c'est là qu'on est rendu. OK. Et donc, on maîtrise et on découvre des choses qui, il y a encore 10 ans ou 20 ans, on n'était pas là. Et ça vient s'ajouter au coffre à outils des thérapeutiques qu'on avait. Mais c'est vraiment intéressant. Comme par exemple, avant, il y avait les psychotropes, les antidépresseurs, les médicaments, tout ça. Puis la psychothérapie, plus classique. Mais en fait, ce qu'on découvre avec la psychothérapie, c'est qu'il y a un phénomène de rechute qui est important. Et puis, en ce qui concerne les psychotropes, comme les antidépresseurs, tout ça, c'est aussi des approches qui sont aidantes et qui ont leur place. Et il faut vraiment les voir comme un outil comme un autre. Je sais qu'on a souvent tendance à se positionner d'une façon vraiment extrême vis-à-vis des médicaments. Les gens sont pour, les gens sont contre. Mais il faut vraiment les voir comme un outil. Mais le principal défaut des psychotropes en ce moment, il y en a deux en fait. C'est qu'ils induisent des effets secondaires que des fois les gens n'aiment pas. Et à cause de ça, les gens vont être portés à les délaisser. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. L'autre problème aussi, c'est qu'on sait quand on les commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on les finit. Oui. Alors ça en inquiète certains aussi. Ben oui, 100%. Puis, parce qu'on n'a pas envie d'être là-dessus ad vitam. Oui. Alors, pour les gens qui ont ces inquiétudes-là, ce que j'aurais à leur dire, c'est que ceux et celles que, effectivement, ça dérange, cette idée-là, ça peut être une bonne idée de juxtaposer un travail psychothérapique à ce moment-là ou d'essayer d'abord la thérapie si on a des enjeux avec cette idée de prendre quelque chose sur une base quotidienne pour une période de temps qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, pour vrai, c'est l'aspect qui me... j'avoue qui me stresse le plus, là, du fait que j'ai vu des gens, justement, qui, encore aujourd'hui, après une grosse dépression, ont de la misère à être délaissés, tandis que ça va bien dans leur vie, mais ont l'impression que ça va bien à cause de ça, tu sais. Puis justement, quand je parle de béquille, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'appuient là-dessus, puis là, ils sont rendus un peu accros, puis ils pensent vraiment que s'ils arrêtent de prendre leurs médicaments, que ça va revenir comme avant, tu sais. Puis ça, je trouve ça vraiment plate, puis j'ai peur, justement, si, mettons, je suis diagnostiquée, j'ai eu une dépression, que j'en ai une actuellement, puis il faut que je sois médicamentée, je voudrais vraiment être capable de sentir que j'ai quand même les ressources en moi, même si en ce moment, j'ai besoin d'un petit plus, mais que quand ce petit plus-là, tu sais, quand tout ce que j'ai vécu, je vais me sentir mieux, que j'ai pas besoin de tout ça forever and ever, tu sais. Mais c'est quelque chose qui me fait quand même vraiment peur, parce que justement, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui s'appuie vraiment là-dessus, puis qui ont vraiment l'impression que c'est ça qui
qui les tiennent, tu sais, au fond, là. Les antidépresseurs, quand on les commence, il faut s'attendre à les prendre pour au moins 6 à 12 mois. Okay. Ça, c'est comme un minimum. Et il y a une grande quantité de gens qui se retrouvent à les prendre pendant plusieurs années. Ben oui. Donc, effectivement, il y a un enjeu à ce niveau-là. Et c'est vrai que si on compare ça à la psychothérapie, qui coûte beaucoup plus cher, hein, qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus pénible aussi, parce que il faut aller parler, il faut aller toucher à ses souffrances, mais en contrepartie, je pense qu'en psychothérapie, on a l'impression de construire quelque chose à l'intérieur, construire justement des noyaux de ressources, puis de résilience, puis on a l'impression de se reconstruire davantage que quand on prend une molécule. Ça, c'est clair. Oui, je comprends. Mais je pense qu'on intégrerait justement les questions du public, vu qu'on est dans une vague de questions là, pour vous deux. Donc, on avait lancé un questionnaire pour les jeunes adultes qui avaient des questions pour vous deux. Donc, vous pouvez commenter, proposer des solutions comme vous voulez. Puis, on va essayer d'en faire quelques-uns, Marjo et moi. Donc, questions et témoignages. Donc, il y a aussi des gens qui parlent de leur expérience ouvertement. Puis, même si ce n'est pas une question, sentez-vous bien à l'aise de juste commenter. Que ce soit parce que vous avez vécu quelque chose de similaire ou d'inverse, ou allez-y vraiment comme vous le sentez, oui. OK. Donc, j'en ai une en premier qui vient de Jean-Marc, 30 ans, qui est un militaire. Donc, il nous dit que la réaction, je vais le lire comme si c'était lui, là. Dans le fond, la réaction que j'ai eue quelques fois et qui m'effraie le plus est de me sentir paralysée. Il y a eu quelques moments où je me sentais comme si je ne pouvais plus bouger du tout. Ça a duré quelques minutes, la plupart du temps, devant mon écran d'ordi où je ne peux même pas dire ce que je pensais. Je pouvais seulement respirer difficilement. Comment sortir de cet état? Comment reprendre le contrôle de moi-même quand je sens que je ne peux plus bouger du tout? Ben, my God, moi, ça m'est jamais arrivé, là. Mais je présume, je suis vraiment pas experte en la matière, mais je présume qu'il a fait une espèce de crise de panique ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, ce feeling-là. Donc, c'est sûr que j'aurais de la misère à me prononcer, là, du fait que je connais pas ça. C'est Jean-Marc, c'est ça? Ça ressemble à un début ou quelque chose qui s'apparente à une crise ou une attaque de panique. Alors, évidemment, c'est difficile de savoir si c'est vraiment ça, mais admettons que c'est ça. Si c'était ça, l'idéal, c'est vraiment de faire une espèce de petit exercice de respiration, de vraiment se donner un petit moment de lâcher prise et tout. Ça sert à rien. Quand on sent que quelque chose se passe, ça sert à rien de lutter. On est toujours mieux d'aller go with the flow, pour utiliser un anglicisme ici. Ça sert à rien de lutter. Alors, si on sent qu'on vit quelque chose comme ça, on est mieux de simplement lâcher prise, puis laisser cette sensation-là se passer. Et si c'est effectivement une attaque de panique, tout ça, un petit exercice de respiration ou se lever, ou même, en fait, ça me rappelle une situation que j'avais vue où il y a une personne qui est intervenue, que j'ai trouvé qui était intervenue de façon admirable, donc je vais le décrire. Un jour, j'étais à un concert de flûte, et c'était un concert, en fait, il y avait des flûtistes et tout ça, et il y avait un flûtiste, c'était un adolescent, qui avait comme figé sur la scène, et il avait dû arrêter en plein concert, et c'était vraiment... toute l'audience se sentait triste pour le jeune, et puis aurait voulu l'aider, mais personne ne savait comment. Et il y avait son prof qui était là, et il lui a fait aller prendre une course dans le champ à côté. Il a couru de toutes ses forces. Il est allé vraiment lâcher son fou, puis vraiment se fatiguer. Et quand on a des attaques de panique, tout ça, ça peut être une façon aussi d'intervenir, d'aller vraiment là, forcer, puis courir, puis s'essouffler, puis lâcher notre fou. Parce que quand on revient, là, on est... Mais je présume aussi que quand tu sens que tu commences à faire une crise de panique,
je présume que tu es tellement dans ta tête, puis tu le sais, tu es comme, oh mon Dieu, là, qu'est-ce que je dois faire? Fait que de faire ça, c'est justement de juste arrêter d'être dans ta tête, tu sais, pendant un certain moment, puis de peut-être plus penser à ça, puis de te changer les idées, tu sais. Oui. En fait, donc, merci. On va continuer avec un témoignage. Donc, Amélie, 22 ans, qui est une étudiante, dit « J'ai eu tellement d'idées noires en janvier et je remettais tout en question, ma vie et mes amis. Trop de questions. J'ai tellement eu peur de ce que je pouvais faire. Je me suis rendu compte que oui, c'est bon de me faire du me-time, mais il faut le faire correctement. Je me suis aussi rendu compte que je vis beaucoup trop pour mes amis. » C'est vraiment intéressant. Mais moi, je la file à 100%, là, parce que moi, je pense que je suis une personne très optimiste, mais je tombe facilement dans les idées noires. Là. C'est vraiment mon problème. Puis je suis tout le temps en train de... comme je tombe facilement dans la vague de « OK, mais dans le fond, la vie, ça sert à rien » ou comme « Mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais c'est quoi ma place sur la Terre? » T'sais. Fait que je peux tellement comprendre comment qu'elle se sent. Puis je pense que ce serait justement... en tout cas, mon meilleur conseil que je peux donner, j'essaie d'appliquer, serait vraiment de prendre du recul, puis de se donner un break, puis de se laisser le temps, tu sais, de ne pas voir tout ça comme une montagne, puis que c'est correct de justement se remettre en question ou remettre en question des aspects de notre vie qu'on réalise qui nous rendent pas vraiment heureuses, mais que c'est un état, tu sais, c'est passager, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va vivre toute notre vie, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui me rassure, moi, du moins, quand j'ai des pensées totalement désastreuses, autant à mon égard, autant physiquement, quand je me sens pas bien, je me sens pas bien dans ma peau, ou quand dans ma vie, je me sens pas bien, j'essaie de me donner un break, de prendre un petit recul, puis de me dire comme, en ce moment, je me sens comme ça, pourquoi? Puis de réaliser que c'est pas pour toujours, tu sais. Oui, effectivement. Et à nouveau, je ne suis pas les émotions qui m'habitent. Exactement. Ce sont des émotions qui m'habitent, justement, qui me visitent, qui m'habitent, mais c'est pas tout moi, ça. Ça, c'est juste moi dans un certain état, et puis des états, j'en vis un, ensuite j'en vis un autre. Donc, c'est vraiment de se distancer. Hein. Ça, c'est beaucoup dans les enseignements plus orientaux que je tire ce genre de discours-là. Mais effectivement, dans les thérapies aussi, là, de pleine conscience, puis tout ça, on insiste beaucoup là-dessus. Et je vais aussi vous parler d'un gars qui s'appelait Jésus. Ça me dit rien. Ça vous dit quelque chose? Jamais entendu parler. Ce gars-là, son père était charpentier, c'est ça? Puis, ça y a pris à peu près 33 ans avant de réaliser qu'est-ce qu'il faisait sur la Terre. Fait que, écoutez, moi, personnellement, je suis pas une personne nécessairement religieuse, mais tout ça pour dire que ça vient pas nécessairement d'un seul coup. Oui. Mais aussi, moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression que tout était un peu la fin du monde, tu sais. J'avais l'impression que quand on est jeune, on réalise pas que notre état du présent, tu sais, c'est pas forever and ever, tu sais. Moi, c'est un conseil que j'aurais vraiment aimé savoir, puis c'est un conseil qui me rassure énormément maintenant que j'ai 26 ans, de juste me dire, tu sais, en ce moment, je vis ça, mais dans 5 ans, je serai plus là pantoute, tu sais. Dans 5 mois, dans 5 semaines. Oui, exact, dans même 5 peut-être heures. demain, tu sais. C'est ça, c'est quelque chose qui me rassure énormément. Puis justement, quand moi, j'étais une personne extrêmement impulsive avant, puis autant dans mes émotions, là, tu sais, je veux dire, quand j'étais triste, j'étais explosive. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment rassurée. Tu sais, souvent, quand je me sens que je perds le contrôle, je me le dis, je suis comme, OK, en ce moment, je me sens comme ça. Mais écoute, demain, ça va aller. Après-demain, genre, là, en ce moment, tu me permets de vivre mes émotions, mais je deviens plus rationnelle, puis je n'extrapole pas. Ça se dit ce mot-là? Oui. Ça sonnait bien, extrapoler, oui. J'exagère pas, du moins, tu sais, je le vis en ce moment. C'est ça que je vis en ce moment, je me permets de vivre, mais c'est pas ça forever and ever, tu sais. Mais étant donné qu'on est un peu plus coupé de notre réseau, on doit davantage se le dire, ça. Ouais. Et c'est plus difficile. Faut être là pour nous-mêmes. C'est plus difficile de se parler comme ça. C'est plus difficile quand on a le nez collé dessus que quand c'est un grand frère, une grande sœur, un proche, un parent, un ami qui nous voit puis qui a le recul nécessaire pour nous dire « Hey, regarde, c'est une mauvaise passe en ce moment, là. Regarde. » Oui. Ben moi, c'est quelque chose que je vais en retenir pour vrai du COVID, c'est que j'ai vraiment réalisé que je pouvais compter sur moi.
Ouais. C'est sûr, ça a été plein d'événements. C'est sûr de me séparer. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'étais en couple, là, fait que c'est pour ça que j'en parle, mais ça faisait comme 8 ans et plus que j'étais en couple. Donc, presque toute ma vie, au final, je me suis appuyée sur quelqu'un. Mais j'ai réalisé, avec le COVID, avec tout ce qu'on a vécu, que je pouvais m'appuyer sur moi, que je me suffisais et que j'étais là, peu importe qu'est-ce qui allait se passer. Même si je fais un flat, j'ai besoin de personne, de m'arranger. Je peux compter sur moi, Fait que c'est ça, je lui dirais, je me rappelle pas c'est quoi son nom. C'est Amélie. Mais c'est en ce sens-là aussi que la pandémie nous confronte, nous fait vivre des crises, mais ce sont des crises qu'au final, dans la plupart des cas, on parvient à résoudre et ensuite on en tire des enseignements et de la résilience. Ben oui, 100%. Et on se sent plus outillé, plus équipé, plus fort au bout du compte. Mais je peux comprendre que quand on est jeune, justement, les amis, même encore aujourd'hui dans ma vie, ça a vraiment une place importante. Je peux comprendre que si elle, en ce moment, elle se dit, je sais même plus c'est qui mes vrais amis, je sais plus vers qui me retourner, que ce soit tellement déstabilisant, puis qu'elle a l'impression qu'elle est juste tout seule. Mais en ce moment, j'aurais juste envie de lui dire à Amélie qu'elle peut compter sur elle, puis que ça va bien aller, elle va finir par se refaire un cercle d'amis, mais qu'en ce moment, vraiment, elle peut être là pour elle, puis que c'est suffisant. Puis que sa meilleure amie, c'est... Amélie, la meilleure amie. Amélie, c'est Amélie qui comme... Ma grand-mère, elle me disait tout le temps ça. Puis elle me le dit encore tout le temps. Puis à chaque fois qu'elle me le dit, je suis comme... Tu gosses quand tu me dis ça, mais je le sais qu'elle a raison. Ouais. Loulou, je le sais que tu as raison. C'est tout ce que j'ai à dire. Les conseils de grand-mère, sur le coup, sont comme... elle est donc bien gossante. Mais non, tellement pertinent. Exactement. Est-ce qu'on y va avec une dernière question? Oui, j'en avais un témoignage, mais je sais pas si toi aussi... Vas-y. Si t'en avais une aussi, on peut y aller. Moi, c'est sur les relations, puis je trouvais ça intéressant peut-être de vous entendre là-dessus. Dans le fond, la personne n'a pas donné de nom, mais c'est une personne de 20 ans qui est employée à temps plein. Elle dit que ma relation toxique de 7 ans m'a amenée à vivre seule en appartement en plein cœur de la pandémie. Depuis ma rupture, il y a eu plus de positifs que de négatifs. J'ai appris à mieux me connaître, donc c'est un témoignage un peu plus positif. Mais est-ce que vous avez justement du pouce à faire sur ce qu'elle a partagé? Oui, j'ai pas, un peu. Ben oui, j'ai pas vécu exactement ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai pas réalisé que c'était une relation toxique. Là, au contraire, on est même revenus ensemble en ce moment. Mais j'avoue que c'est quelque chose que je peux en ressortir de positif de tout ça. C'est à quel point j'ai l'impression que j'ai fait du chemin personnel, autant que j'ai tellement fait d'introspection, fait que je peux tellement comprendre comment elle se sent, puis je pense que justement, je me sentais en plus groundée, puis on dirait que je me connais plus. Pourtant, j'avais l'impression de me connaître, j'avais l'impression de savoir justement c'était quoi mes buts dans la vie, je suis qui, mais je réalise que pas du tout, en fait. Fait que de vraiment comme déconstruire. En fait, je me connaissais, mais avec tout le temps une personne. J'ai tout le temps été une personne justement qui s'appuyait beaucoup sur les autres. Autant amitié qu'amour. Puis c'est ça, j'ai vraiment réalisé plein de choses, justement, que j'étais vraiment suffisante, puis que j'avais pas besoin de personne, que, l'amour, c'est un plus dans la vie, l'amitié, c'est un plus, un gros plus, on s'entend, c'est le fun d'aimer, puis c'est le fun de se sentir aimé, mais je la comprends tellement, puis c'est ça, je peux comprendre que ça a été des émotions très négatives au travers de tout ça, parce que c'est sûr, c'est dur, une rupture, mais overall, qu'on retienne beaucoup de positif, puis justement d'être fière de s'être plus écouté, d'avoir appris à se connaître et tout. En tout cas, son témoignage résonne beaucoup avec moi parce que c'est des trucs que j'ai énormément vécu durant la dernière année. Moi, là où ça vient me chercher puis où ça résonne, c'est... en quelque part, je me dis que il y a... Dans tout malheur, il y a du bon et qu'en ce moment, il y a un tas de femmes et de personnes en général qui sont dans des relations toxiques, qui n'arrivent pas à en sortir et dont la santé physique ou mentale est en jeu en ce moment. Et au final, mieux vaut être seul et pouvoir se reconstruire que d'être dans une relation toxique, voire, dans certains cas, dangereuse. Et on sait que ce cas de figure-là a augmenté depuis le début de la pandémie. Et donc, c'est très préoccupant à ce niveau-là. Oui. Non, énormément. Puis,
ça résonne aussi avec des événements qui ont récemment été annoncés à travers les nouvelles, tout ça. Donc, je sais pas si tout le monde est au courant. Je pense que je voudrais peut-être juste pitcher ça dans les airs comme ça, que pour ceux et celles qui se sentent en danger, que le couvre-feu ne s'applique pas dans ces cas-là. Je pense que c'est... je sais pas à quel point les gens sont au courant de ça. Je sais que ça a été un peu plus public ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé, mais je veux profiter de ça pour vraiment dire, si vous vous sentez en danger, s'il y a quoi que ce soit, puis que vous devez sortir de chez vous ou de n'importe quel endroit après l'heure de couvre-feu, ça ne s'applique pas à vous. Comme vous pouvez sortir, vous pouvez aller ailleurs, puis à un endroit où est-ce que vous vous sentez en sécurité. Oui. C'est vraiment important de le dire. Oui. C'est vraiment bien. Exact. Puis, si vous me le permettez, en fait, je pense qu'on pourrait passer aux solutions. Oui. C'est ça, un peu du coq à l'âne, si on... comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va se répéter beaucoup, parce que ce que je trouve vraiment cool à travers la discussion qu'on a eue à date, c'est que vous avez vraiment parlé de trucs de résilience à travers toute notre discussion. Donc... puis c'est super le fun. Puis justement, maintenant qu'on comprend un peu mieux les différentes réactions émotionnelles, qu'on en a discuté, partagé notre expérience, pour faire face à ces émotions-là, justement, la recherche, en plus des cliniciens, suggère de vraiment pas se battre avec eux. Vraiment, comme Alain, tu mentionnais, faut pas se battre avec eux, faut vraiment les accepter. Puis justement, les jeunes qui rapportent comme les moins hauts niveaux de détresse, c'est justement parce qu'ils disent qu'ils traitent ces réactions émotionnelles-là comme une vague et non comme quelque chose de permanent. Donc, vraiment exactement comme tu dis, Alain, comme c'est une vague qui est là, qui passe, elle est là, elle arrive, comme il faut que je la surfe un peu, si je peux dire ça comme ça, puis c'est pas permanent, ça va passer. Puis c'est vraiment ça qui leur permet, qu'ils disent d'avoir une certaine résilience. Oui, mais c'est vrai que moi, au début, mettons, quand tout ça est arrivé, j'étais plus en mode genre... Non, là, moi, je vais sortir bientôt. Là. C'est pas vrai que je vais rester confinée un mois. Puis un mois plus, tu sais, on dirait que j'étais tout le temps en mode confrontation, puis en mode comme ça va se terminer, il faut que ça se termine. My God, moi, personnellement, Cassandra, je suis pas bien dans ma vie, j'ai envie de sortir, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai juste comme essayé de surfer avec tout ça, puis me dire comme, OK, tu sais, c'est ça. J'ai pas le choix de l'accepter parce que même si moi, égoïstement, dans ma vie, je suis pas bien, puis c'est pas le meilleur scénario qui soit, ben ça reste que tout ça est plus grand que ce que moi je vis, puis on est tous ensemble là-dedans. C'est un problème au niveau mondial, en fait, là. Fait que j'ai juste, tranquillement, pas vite, appris à accepter que c'était ça, ma nouvelle réalité, du moins du moment. Puis en ce moment, tu sais, je me sens beaucoup plus... comme un poids de moins sur mes épaules, justement, parce que j'ai l'impression que j'accepte juste que c'est ça, puis juste que j'ai pas le contrôle, mais que ça fait comme si j'avais choisi que c'était ça, tu sais, en ce moment, je suis comme, j'ai choisi ça, tu sais, ça fait partie de ma vie, tu sais. Mais j'avoue que ça fait vraiment du bien de lâcher prise, puis de juste accepter la réalité telle qu'elle est, puis telle qu'elle vient à nous, parce que d'être tout le temps en mode confrontation, au fond, ça change pas les choses. Il n'y a rien qui va changer parce que Cassandra, ça ne tente pas d'être chez elle. Fait que, au moins, d'être plus dans un état d'acceptation, puis de lâcher prise. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre en écho les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, comme je mentionnais au début, qui parlait des étapes du deuil, des pertes et du deuil, avec déni, colère, dépression, négociation, acceptation. J'ai l'impression qu'on est tous engagés dans une espèce de processus comme ça, où au début, on était en déni, on n'acceptait pas la situation, on pensait que ce serait temporaire, tout ça. Ensuite, on a été fâché, tanné, impatient, écœuré. On a voulu arrêter de suivre les consignes. On était vraiment dans un espace là, de colère, de révolte et tout. Et, c'est vraiment vrai. Et ensuite, on a eu comme une phase un petit peu plus dépressive, mais la phase dépressive, souvent, c'est que on réalise que la colère puis la révolte sert à rien. Et là, on vit de l'impuissance, et là, on se connecte avec nos sentiments de tristesse, d'impuissance. On est un peu désespéré, puis là, on a l'impression de caler.
Et finalement, le grand paradoxe, c'est qu'au moment où on a ce sentiment-là de caler et tout, on commence à lâcher prise. Et au moment où on lâche prise, c'est là qu'on réalise que finalement, il y a de l'espoir, puis il y a des possibilités. Et que dans cette acceptation-là, on est capable de découvrir, de redécouvrir une nouvelle vie qui se déroule d'une autre façon, le nouveau normal. Ben oui, exact. Et que c'est en lâchant prise sur l'ancien qu'on est capable d'accueillir le nouveau. Et donc, on est tous un petit peu engagés dans un espèce de long processus comme ça. Et tous à notre manière, on le vit selon notre propre spécificité. Mais en quelque part, c'est comme si on vivait tous cette espèce de grand cheminement-là en ce moment. Puis il y a tellement de positifs qui vont en sortir, tu sais, c'est con, mais juste le sentiment, je trouve que la vie fait en sorte qu'on est toujours pressé. Puis là, moi, je me sens tellement moins pressée. J'ai l'impression que je prends vraiment plus le temps de faire des choses qui me font du bien. Tu sais, exemple, j'ai commencé à peinturer, tu sais. Ça, j'ai vu. Mais honnêtement, ça me fait tellement du bien. Puis c'est quelque chose que j'aurais jamais pris le temps avant, tu sais. Puis là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai l'impression qu'on reconnecte plus avec nous-mêmes, puis avec ce qu'on aime. Justement aussi de réaliser qui fait partie de notre vie, qui va rester, tu sais, qui est vraiment important, qui a été là. Donc, j'ai juste l'impression qu'au final, ça va vraiment être un gros processus qui va nous avoir humanisés. C'est vraiment mon feeling. Oui. 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 J'aime ça. J'aime ça que ça finisse sur un point positif comme ça, un message d'espoir. Donc, juste avant de finir, pour finir encore plus positif, si vous avez justement quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant à travers cette pandémie-là, quelque chose que vous avez appris, tu sais, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, mais peut-être juste mentionner peut-être un point sur lequel vous êtes reconnaissant à travers cette pandémie-là pour le mot de la fin. Je te laisse commencer. Ben moi, j'aurais envie de faire du pouce sur cette idée que la pandémie nous humanise et nous fait réaliser à quel point nos proches nous manquent et combien on aura envie de les prendre dans nos bras, combien ils sont importants pour nous, comment ils nous aident à exister, à vivre. Et je pense que si la pandémie nous a permis de découvrir ça, ben c'est un point qui est énormément positif. Oui. De revenir à l'essentiel, moi, c'est vraiment quelque chose qui va me marquer. J'ai toujours été, justement, avec ma mère, on a toujours apprécié les petits bonheurs gratuits, comme qu'on les appelle, de juste savourer pleinement un moment, puis de s'arrêter sur l'instant présent, d'arrêter d'être tout le temps soit un pied dans le passé ou un pied dans l'avenir, à toujours avoir hâte de, mais juste vraiment profiter. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on va vraiment retenir collectivement, de juste être capable de s'arrêter, puis de juste vraiment profiter. J'ai l'impression que, justement, moi, personnellement, comment je le vois, c'est, tu sais, j'ai hâte d'aller voir ma famille, tu sais, ou même niveau réseaux sociaux, tu sais, de réaliser que ce qui est important, c'est pas le chiffre, mettons, le nombre de vues sur mes vidéos, le nombre de si. J'ai l'impression que j'ai réalisé qu'il y a tellement de choses que je considérais comme importantes qui ne le sont pas du tout, ou du moins qui sont pas nécessaires à mon bonheur. Puis c'est ça, j'ai vraiment réalisé qu'est-ce qui était nécessaire à mon bonheur. Ma famille, mes proches, mes petits moments, mon petit café. L'argent, j'ai réalisé que c'est pas nécessairement quelque chose qui est tant nécessaire, juste la surconsommation, d'avoir tant de vêtements. Moi, je suis une personne qui adore la mode. Je réalise qu'en ce moment, même si j'ai des nouveaux vêtements, tu sais, qui va les voir? Non, mais tu sais, c'est juste qu'il y a tellement d'affaires que j'ai réalisé que c'était pas nécessaire, ou du moins moins nécessaire à ma vie. D'autres choses que je prenais un peu pour acquis, justement, le fait, tu sais, ma famille qui habite loin, j'allais pas nécessairement souvent les voir parce que j'étais comme, mais je suis pressée, j'ai ça à faire. Mais au final, my God, que je paierais cher pour juste une fin de semaine. Pas de réseaux sociaux, rien avec ma famille, tu sais. Puis je pense que sur le long terme, ça va vraiment avoir impacté positivement ma vie, puis ma manière du moins de voir la vie, tu sais. Ouais. Et vous? Oui, bien sûr, oui. De mon côté, en fait, je vais y aller un peu... je vais un peu à l'inverse de toi, Cassandra. Moi, à la base, j'étais quelqu'un qui voulait jamais dépendre des autres. Comme... Pour moi, c'était comme, non, je suis capable de le faire tout seul. Puis ça s'applique dans vraiment beaucoup de sphères beaucoup de sphères de ma vie, tant personnelle, professionnelle, mais surtout quand ça va pas bien.
parce que j'ai toujours peur de te déranger. OK. Puis avec la pandémie, c'est vraiment cet aspect-là de comme... J'ai vraiment appris à aller chercher le support des autres puis l'aide des autres avant d'arriver trop bas. Puis ça a été... c'est, je pense, une de mes plus grandes réalisations pendant la pandémie, que comme les gens sont contents d'être capables d'être là pour toi puis de te supporter quand ça va pas bien. de pas te sentir mal de le faire, tu sais, quand ça Exactement. Puis Justine joue un grand rôle aussi là-dedans, tu sais, comme des personnes très, très proches de moi aussi. Fait que ça a été, je pense, mon plus grand... ce que je suis le plus reconnaissante pendant la pandémie. Bon, ben moi, je vais y aller Kéten aussi, là. On est tellement Kéten. Mais moi, je suis vraiment reconnaissante de ne pas être tout seul pendant la pandémie, habiter toute seule. Donc, je suis avec mon copain, on est dans un 3,5. Tu sais, au début, oui, c'était un peu... c'était une réadaptation parce que là, on est 24/7 tout le temps ensemble. On s'entend que ça a brisé des couples, ça. Oui, c'est ça. Mais nous, ça nous a... Ben, selon moi, ça nous a vraiment rapprochés. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissante parce que je vois beaucoup de monde qui sont seuls pendant la pandémie, donc ils ont personne. Tu sais, moi, quand je vais pas bien, Rémi, ça va pas bien aujourd'hui, il y a telle affaire qui se passe, on peut partager des trucs ensemble. Puis, mais c'est ça, je sens que je suis reconnaissante parce que quand je parle avec des amis qui sont toutes seules, tu sais, je vois que j'ai cet avantage-là pendant la pandémie. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais moi, pour avoir connu les deux, tu sais, au début, j'étais vraiment tout seul de chez tout seul, genre dans ma solitude, dans ma tristesse. Puis là, tu sais, justement, j'ai repris avec mon copain. Puis, tu sais, je suis beaucoup plus 100% optimiste, tu sais, de me dire, mais là, j'ai mon moment avec mon copain, tu sais, d'avoir mon social quand même si c'est pas mon classique social que j'aurais pu avoir. Fait que je comprends le sentiment de comme, ça fait du bien, tu sais, de sentir qu'on a quand même quelqu'un... Ben, c'est ironique avec tout ce que j'ai dit, au fond, que je veux pas m'appuyer sur les autres, mais je veux dire, je l'ai vécu, mon tout seul, OK? J'ai le droit d'avoir un petit moment de répit. Je le prends plus pour acquis, en tout cas, je vous confirme. C'est bon. Puis comme Alain disait si bien, c'est une question de balance, je pense. Exact. Oui. Oui, exact. Super. Mais on vous remercie. Je commence à déparler. On vous remercie énormément pour votre temps, pour les discussions que vous avez eues avec nous. Vraiment super précieux. Je suis vraiment contente. J'aurais pas pu espérer mieux pour un premier podcast. Donc, merci à vous. Pour vrai, moi, ça m'a vraiment fait du bien, même d'avoir la vie d'un expert. C'était un immense plaisir, très, très agréable. Puis justement, si on veut continuer à vous suivre, justement, Alain, ton laboratoire, même aussi ta clinique, et Cassandra, ton contenu, où est-ce qu'on peut aller vous retrouver? La fille, elle donne son adresse. On va aller t'emporter des œufs Cadbury, OK? On va y aller. Non, mais moi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Si ça vous tente pas, vous n'êtes pas forcés. C'est ça. Googlez-nous. Maintenant, on trouve tout. Googlez-nous. C'est excellent. Non, mais c'est ça. Moi, je pense que honnêtement, sur mes plateformes, je fais du contenu plus divertissant en ce moment. J'essaie du moins pour justement qu'on change les idées puis que ce soit plus positif. Tu sais, même dans mes phases où est-ce que j'étais, moi, personnellement, plus négative, j'essayais justement de voir mes vidéos différemment puis de me changer les idées à travers de ça. Fait que j'ai l'impression, du moins à 80%, que ma plateforme est restée du moins la même, très positive, très humoristique, divertissante. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière. J'ai vraiment pas arrêté de faire du contenu, de faire des vidéos YouTube, même si des fois... ça me tentait pas, là. Non, au contraire, j'en ai fait. Puis c'est ça, je pense que si vous avez envie de vous changer les idées ou on n'est pas tout seul là-dedans. Puis le conseil. C'est le fun. Oui. Puis Alain, dans le fond, on va te googler. Non, c'est pas compliqué dans le dictionnaire. de trouver quelqu'un maintenant. Et puis juste pour terminer, une chose qu'on a oublié d'ajouter, si jamais à la maison vous avez des expériences que vous voulez partager, des questions, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires de notre chaîne YouTube, de la vidéo YouTube et de vraiment participer à la conversation. On va essayer de la garder la plus vivante possible à travers tout ça, puisqu'on n'a pas eu le temps de partager toutes les expériences et les questions qu'on a reçues. Oui, au fond, il faut juste garder en tête qu'on est tous ensemble là-dedans. Exact.